Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, on reviendra sur la mort du jeune Quentin Derenque à Lyon samedi dernier avec la journaliste spécialiste des mouvements d'ultra-gauche Nora Bussini. La Haute Autorité de Santé l'a dit clairement, la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme, c'est désormais fini. Un ouf de soulagement pour de nombreux parents qui attendaient avec impatience cet avis. L'un d'eux, Florent Chapelle, sera sur notre plateau tout à l'heure. Il est le coprésident de l'association Autisme Info Service. Et puis pour terminer cette émission, on ira sur la Lune. Dominique Simonet signe un dictionnaire amoureux de la Lune, un voyage à la fois poétique et scientifique pour cet astre qui fascine depuis toujours. Vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Nora Bussini. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes journaliste d'investigation, vous travaillez pour le magazine Le Point et pour Franc-Tireur. Vous êtes spécialiste des mouvements d'ultra-gauche, vous en avez tiré déjà 2 récits, dont le dernier dans ce livre, Les nouveaux antisémites aux éditions Albin Michel. Avec vous, on va revenir sur la mort du jeune Quentin Derenque à Lyon. Il est mort samedi dernier suite au coups qui lui ont été portés, des faits qui se sont déroulés dans la ville de Lyon. Certains disent, Nora Bussini, que Lyon c'est une ville avec un contexte particulier quant au mouvement d'extrême droite et au mouvement d'extrême gauche. C'est le cas, il y a une particularité lyonnaise. Oui, tout à fait. À Lyon, c'est là qu'a été fondé le mouvement La Jeune Garde en 2018, qui a été cofondé par Raphaël Arnaud, qui est actuellement député au sein de la France Insoumise. Mais c'est aussi à Lyon qu'il y a plusieurs mouvements militants à l'ultra-droite du spectre politique, à l'instar de Lyon Populaire qui a été visé récemment, tout comme la Jeune Garde, par une demande de dissolution par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça veut dire que les affrontements entre ces groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche sont réguliers, interviennent souvent Ils sont même inhérents à la création de la Jeune Garde. D'ailleurs, quand la Jeune Garde s'est créée, ce qu'expliquait Raphaël Arnaud déjà à l'époque, c'était justement, il se prétendait être une réponse aux actions fascistes perpétrée par une ultra-droite à Lyon. Donc on était déjà là dans une volonté de faire justice soi-même en estimant que les forces de l'ordre ne remplissaient pas leur fonction contre l'ultra-droite à Lyon. Alors, on va revenir bien sûr sur ce mouvement qui est visé, la Jeune Garde, bien que le procureur hier de Lyon, quand il a fait sa conférence de presse que vous avez dû suivre, si je ne me trompe pas, n'a pas cité le mouvement pour le moment. Les faits se sont déroulés dans le sillage de la venue de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Lyon. Pour quelles raisons elle était à Sciences Po Lyon, Rima Hassan ? Alors Rima Hassan est venue à Sciences Po Lyon, comme elle s'est exprimée dans différents IEP, comme elle s'est exprimée dans différentes facultés, afin de pouvoir parler de ce qu'elle estime être sa cause, à savoir la cause palestinienne et de son engagement en tant qu'eurodéputée. Elle a été d'ailleurs reçue sur le campus de l'IEP à Lyon, devant un amphithéâtre qui lui a fait une véritable ovation. Les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Sciences Po Lyon, donc, qui est bascule clairement du côté gauche, du côté insoumis, vous diriez, ou c'est qu'une partie des étudiants C'est qu'une partie des étudiants. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser tous les étudiants. Pour avoir travaillé sur beaucoup de campus universitaires en France, dont des campus qui avaient reçu Rima Hassan, on se rendait bien compte qu'il y avait une minorité militante agissante et qu'il y allait avoir aussi beaucoup d'étudiants qui étaient tout à fait en désaccord avec Rima Hassan, tout comme avec la France Insoumise, qui a, il est vrai, des accès privilégiés dans des universités, des campus en France. Elle a décidé de faire, c'est ça, une tournée là, des universités, Rima Hassan ? Elle va dire qu'elle répond à des sollicitations et des invitations qui proviennent de collectifs estudiantins. C'est le cas ou c'est des propositions, qu'est-ce qu'on en sait en fait? Alors de ce qu'on en sait, c'est ce qui s'est passé un petit peu dans d'autres Sciences Po. Pour avoir travaillé dans mon ouvrage, je reviens justement sur le cas de Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume, où justement Rima Hassan avait été invitée à l'époque en mars 2024. Et en fait, c'était sur demande d'étudiants, sur demande de collectifs. En l'occurrence, à Sciences Po, c'était le collectif Students for Justice in Palestine, qui s'était créé juste après le 7 octobre à Sciences Po, mais qui vient des États-Unis. Et à chaque fois, il
s'agit d'invitations de collectifs d'étudiants qui font venir des politiques, mais ils peuvent faire venir aussi des chercheurs, des sociologues, etc. Et là, en l'occurrence, c'était une invitation à laquelle elle a répondu. En tout cas, c'est ce qui a été présenté ainsi. Le groupuscule, on l'a déjà évoqué, d'ultra-gauche qui semble être impliqué dans la mort du jeune Quentin. Je prends quelques précautions oratoires puisque la justice ne l'a pas encore désigné. C'est donc la Jeune Garde. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Quels sont les liens entre l'eurodéputée LFiste Rima Hassan et la Jeune Garde? Alors déjà, vous avez tout à fait raison de prendre des précautions. Il y a 2 jours, la Jeune Garde, ce mouvement militant antifasciste, avait assuré qu'ils avaient mis en suspens leurs activités militantes depuis la demande de dissolution par l'intérieur. Alors, ils affirment qu'il ne s'agissait pas d'eux, en tout cas officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des militants de la Jeune Garde qui n'étaient pas présents justement lors de cette rixe qui a conduit à la mort du jeune Quentin. Alors en l'occurrence, les liens, ils sont très clairs, ils sont parfaitement assumés puisque Rima Hassan a fait partie justement des politiques à avoir soutenu la Jeune Garde dans la demande de dissolution qui les a visés l'année dernière. Rima Hassan a été aussi accusée par le Canard enchaîné à l'époque, d'avoir demandé à la Jeune Garde d'être son service d'ordre en marge encore une fois, d'une intervention qu'elle avait faite dans une université, ce qui aurait conduit, selon le Canard enchaîné, à l'agression par des militants de la Jeune Garde d'un jeune étudiant juif. Vous évoquez la dissolution de la Jeune Garde, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi le ministère de l'Intérieur a demandé la dissolution de ce groupuscule? Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'à la base, quand il y avait des mouvements qui étaient dissous, c'était initialement des mouvements d'ultra-droite, dans une volonté de violence, d'auto-défense et d'agir sous la forme de milices. Et là, c'est exactement ce à quoi colle la Jeune Garde, qui a été visée par cette demande de dissolution, en même temps qu'un autre collectif qui est étroitement lié à la Jeune Garde, qui s'appelle Urgence Palestine, qui, encore une fois, est très proche de l'eurodéputée Rima Hassan. Quels sont les liens entre la Jeune Garde et Urgence Palestine? Un soutien commun, des actions communes. Par exemple, le 20 octobre 2024, Urgence Palestine, Samidoun, qui est une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays pour être la façade du Front populaire de libération de la Palestine, la Jeune Garde, Thomas Porte et d'autres s'étaient réunis en commun pour pouvoir soutenir Elias Dimzalen, prédicateur qui a été condamné en première instance et qui a fait appel de sa décision justement parce qu'il avait appelé à faire un intifada dans nos quartiers. Alors, vous dites que Rima Hassan et la Jeune Garde ont des liens clairs qui ont été énoncés, etc. Éric Coquerel était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter, puis je vais vous demander votre réaction. Ni de près ni de loin, nous n'avons à voir avec cette mort. Tout simplement parce que tout le monde sait, enfin, du moins les gens qui veulent bien écouter ce que dit France Insoumise depuis des années, c'est que nous rejetons toute violence politique. Donc nous rejetons par exemple la rixe qui a opposé 2 groupes dans les rues de Lyon ce jour-là. Les vidéos le montrent, les vidéos montrant un groupe qu'on peut peut-être caractériser d'Antifa et un groupe armé lui aussi. Ce qu'on voit pas, c'est une rixe, ce qu'on voit, c'est un homme frappé à terre par 6 personnes à 6 contre 1. Je vais y venir sur cette image-là, mais vous ne regardez pas ce qui se passe dans les vidéos qui circulent aujourd'hui, etc., et qui montrent qu'il y a bien un affrontement entre 2 groupes. Nous rejetons ce type de violence parce que c'est jamais la solution. Et évidemment, nous condamnons le fait qu'à un moment donné, on s'acharne sur un homme seul parce que c'est à l'inverse de nos valeurs. Et ça, c'est, j'allais dire, l'acte criminel que caractérise le procureur. Donc nous n'avons aucun rapport. Aucun rapport, dit Éric Coquerel, qui est un des patrons, enfin une figure majeure du mouvement. Une des dernières. Du mouvement de la France insoumise. Aucun rapport dans cette mort. Quelle est votre réaction, Nora Lucini ? Moi, je suis assez troublée par cette réaction. Pourquoi ça ? Parce que cela fait plusieurs années que Jean-Luc Mélenchon et d'autres figures insoumises ne cachent pas leur soutien parfaitement assumé au mouvement de la Jeune Garde. Pourtant, quand on travaille un petit peu sur la Jeune Garde, il suffit de se pencher sur ce qui s'est passé en 2022. En 2022, à l'époque, il y a un communiqué public, je vous invite à le regarder en ligne, il est toujours accessible, de la coordination féministe antifasciste qui est à Lyon, qui était une sorte de pôle féministe de la Jeune Garde, qui avait dénoncé justement les violences de la Jeune Garde à leur encontre. On parlait déjà à l'époque de coups à la tête qui avaient été portés sur des jeunes militantes antifascistes et ce qu'elles avaient appelé déjà à l'époque
l'époque une expédition punitive. Ça n'avait pas empêché Jean-Luc Mélenchon de soutenir et d'appeler à soutenir la Jeune Garde encore l'année dernière. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, en avril 2025, lors pas d'un séminaire, mais d'un meeting politique à Auxerre, hein, si ma mémoire est bonne, parlait d'une organisation alliée et Exactement. liée au mouvement insoumis. Vous aviez évoqué ce collectif féministe qui a été pris à partie par la Jeune Garde en 2022. C'est ce qui s'est passé aussi à Lyon jeudi dernier, hein, c'est ça? C'est le mouvement féministe Némésis. 2 jeunes femmes, c'est ça, qui ont été, c'est le point de départ, hein, qui ont été jetées à terre, une étranglée, une jetée à terre. C'est comme ça que ça démarre, en fait. Oui, tout à fait. Alors, le collectif Némésis, c'est un collectif féministe identitaire qui a comme modus operandi l'activisme. L'activisme qu'on peut retrouver, elles-mêmes disent s'inspirer des Femmes, justement, ces mouvements féministes qui viennent faire des actions choc, pas forcément initialement violentes dans l'action qu'elles veulent mener, à savoir déployer des banderoles qui peuvent justement être tout à fait critiquables dans leur message, notamment dans des meetings politiques. Donc, c'est ce qu'elles sont venues faire, en l'occurrence, lors de la venue de Rima Hassan. Tout à fait, c'est ce qu'elles sont venues faire, et elles avaient demandé à des hommes de venir assurer leur sécurité, puisqu'elles ont été, lors de plusieurs mouvements activistes qu'elles avaient pu perpétrer par le passé, agressées physiquement, et qu'elles sont des jeunes femmes qui s'estiment en insécurité, et en l'occurrence, c'est ce qui a donné lieu à cet affrontement. Alors, LFI qui rejette toute responsabilité, est-ce que vous diriez que par les mots, parfois employés par LFI, il y a une responsabilité, il y a eu des mots violents, souvent employés. Est-ce que cette violence des mots, elle est désormais dans la rue? Cette violence des mots est parfaitement dans la rue. Il crée un climat perpétuel de violence en soutenant des personnes qui appellent à commettre un déluge d'Al-Aqsa en France, c'est-à-dire le nom donné à l'attaque terroriste du 7 octobre, à commettre un 7 octobre en France, et tout simplement dans les faits aussi. Raphaël Arnault, porte-parole, co-créateur de la Jeune Garde, juste après son élection, lors des législatives anticipées, il a eu une action assez étrange pour un politique et un député. Il s'est rendu, juste après son élection, avec la London Antifascist Assembly à Londres, pour pouvoir affronter, comme il l'avait dit, les hooligans d'extrême droite, parce qu'il y avait à ce moment-là, en 2024, des affrontements dans les rues entre les antifascistes et les, je cite, fascistes. Et tout cela était soutenu par Palestine Solidarity Campaign, qui est un collectif ouvertement pro-Havas, ouvertement frériste. Et donc, ce qui pourrait même s'apparenter à une forme d'ingérence, qu'un député assume rejoindre des mouvements militants et des affrontements de rue à Londres. Vous qui suivez ces mouvements, que vous avez infiltrés, vous êtes surprise ou pas tant que ça que malheureusement qu'il y ait eu un mort samedi? Je suis malheureusement absolument pas surprise. La Jeune Garde, je les ai côtoyés et sous couverture et dans le cadre de mon travail depuis plusieurs années. Je les vois justement monter, c'est dès 2022, quand il y avait eu l'agression des jeunes féministes, que je m'étais penchée sur leur sujet. Ils ont un mode de pensée qui est complètement pavlovien, mais aussi manichéen, qui est sincèrement d'être persuadés d'agir pour le bien et d'agir contre les fascistes, en étant encore une fois persuadés que la justice, que la police ne fait pas son travail et serait du côté justement de ces fascistes. Et eux n'ont, selon eux, pas d'autre choix que d'agir de façon violente. Et à chaque fois, c'est ça. Les actions sont forcément des actions violentes. Alors, eux vont vous dire que ce n'est pas, qu'ils n'ont pas le choix que d'être violents. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la première fois qu'ils sont mis en cause dans des actes de violence, même en des temps assez limités. Ils vont, par exemple, déterminer qu'un homme, qu'un étudiant est un militant fasciste, qu'il en soit certain ou non. Et c'est comme ça qu'ils vont l'agresser. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises, et notamment à Lyon. Est-ce que c'est un mouvement, vous dites effectivement qu'il est né à Lyon, c'est un mouvement qui a essaimé ailleurs? Est-ce qu'on retrouve ce mouvement dans d'autres grandes villes, à Nantes, à Strasbourg peut-être, à Marseille? Tout à fait, je reviens justement de Strasbourg. À Strasbourg, nous avons un des porte-parole, une des figures de la Jeune Garde, Samuel Das, qui est actuellement candidat à la municipalité de Strasbourg, cette fois-ci sous l'étiquette du NPA et pas de la France Insoumise comme c'était le cas de Raphaël Arnault. Un petit peu pour l'anecdote, on peut voir que Samuel Das a justement changé sa biographie sur Twitter en enlevant sa mention de la Jeune Garde et en enlevant sa photo de couverture. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la Jeune Garde à Strasbourg avait invité
En 2025, l'année dernière, un homme qui s'appelle Saïd Bouamama. Saïd Bouamama est un des fondateurs du Parti des indigènes de la République. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Planter du blanc ». Et ça n'a pas empêché que la Jeune Garde l'invite à donner une conférence prétendument pour la paix. Donc un mouvement qui essaime au-delà de Lyon. Vous pensez que ça va se traduire, qu'il va y avoir une traduction dans les urnes? On est dans la campagne municipale, l'année prochaine la campagne présidentielle, la présidentielle. Est-ce que cette mort évidemment tragique de Quentin, elle peut marquer les esprits à gauche? Est-ce qu'elle peut impacter certaines alliances en vue avec LFI, par exemple? C'est tout à fait possible quand on voit les réactions de figures politiques de gauche, à l'instar de Raphaël Glucksmann, qui a condamné immédiatement cette mort, ce qui, je pense, était le point de vue de beaucoup de gens à gauche. Il n'est pas le seul, même des militants qui ont condamné cette mort. J'ai l'impression, en fait, qu'on est tout à fait dans la série La Fièvre d'Éric Benzekri, que j'encourage tout le monde à regarder, qui montre comment deux extrêmes sont capables de s'affronter dans une véritable polarisation du débat. Aujourd'hui, la Jeune Garde est un mouvement d'ultra-gauche. L'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est? C'est des mouvements militants qui ont en commun, tous, un rejet des institutions démocratiques et une volonté de déstabilisation de l'État et des institutions démocratiques. Ce qui leur fait un point commun avec notamment les frères musulmans. C'est pour ça qu'on retrouve autant de proximité entre les frères musulmans et la Jeune Garde. Et c'est pas pour rien que Raphaël Arnaud a invité à l'Assemblée nationale le CCIE, ex-CCIF, et les étudiants musulmans de France, deux émanations fréristes, dont l'une a été dissoute dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. Vous parliez donc du cas effectivement de Strasbourg. Quelles sont les autres grandes villes en France où ce mouvement essaime aussi, puisque il faudrait rappeler aussi combien de personnes, parce que c'est des groupuscules. C'est des groupuscules, donc c'est très compliqué d'avoir des nombres aujourd'hui. À l'heure actuelle, ils sont censés fournir quand même des nombres au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'approximation. On peut compter plusieurs centaines de membres au minimum. En tout cas, Lyon est un de leurs plus grands fiefs. Il y a évidemment Strasbourg, mais il ne faut pas oublier que Raphaël Arnaud dépend aujourd'hui d'Avignon. Avignon, où il y a déjà été... il est député du Vaucluse. Tout à fait, député du Vaucluse. Et déjà à Avignon, les Avignonnais parlent justement d'affrontements avec des groupuscules antifascistes à Avignon. Vous qui êtes une spécialiste de ces mouvements, qu'est-ce que vous allez guetter prochainement? Qu'est-ce qui va retenir votre attention? À quoi vous allez être attentive ces prochains jours? Je pense que je vais être attentive, encore une fois, à cette convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est ce à quoi espère justement l'ultra-gauche, l'extrême-gauche et même la gauche. De dire, nous serons capables de surmonter ensemble les clivages pour pouvoir avancer, faire front commun, notamment pour les élections municipales et présidentielles. Et là, ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui, c'est comment le narratif est déformé, notamment du côté d'ultra-gauche, en disant, et vous n'avez jamais parlé d'agressions perpétrées par l'extrême droite, ce qui est tout à fait faux, et il faut les condamner aussi quand elles proviennent de mouvements d'extrême droite. Comment il y a une véritable récupération qui s'opère par ces militants, et surtout ceux qui seront capables de faire fi de ce meurtre pour pouvoir soutenir des mouvements ultra-violents. Merci Nora Bussini d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ces mouvements. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Nouveaux Antisémites, c'est aux éditions Albin Michel. On passe à un tout autre sujet, celui de l'autisme. La Haute Autorité de Santé a tranché, la psychanalyse n'est pas recommandée dans la prise en charge de l'autisme. Un ouf de soulagement pour de nombreux parents d'enfants autistes. L'un d'eux, Florent Chapelle, coprésident de l'association Autisme Info Service, sera dans un instant sur ce plateau. Je vous propose d'écouter Samuel Le Bihan, acteur et co-président de cette même association. Il parle du sujet de l'autisme. C'était dans l'émission Figaro la nuit. La question de l'autisme, il y a quand même beaucoup de trucs dégueulasses. Donc, sur le business, sur les handicapés, les éducateurs qui viennent aussi. Il y a tout un monde qui profite, qui se beurre aussi là-dessus. Pour moi, c'est une guerrière. Elle accomplit des choses que, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Elle a fallu qu'elle travaille 10 fois plus que nous tous pour arriver au même résultat. Donc c'est super impressionnant. Son courage, sa ténacité, sa force de caractère. Donc moi, ça me pousse à l'admiration. Donc c'est inspirant, quoi. Et
Et puis, elle n'a jamais cessé de m'étonner, elle m'épate à chaque fois. C'est-à-dire que moi, je me disais, jamais on ira à l'école, jamais on ira au collège. Elle est au collège, donc elle n'a pas fini de m'épater. Elle n'a pas fini de m'épater, c'est ça qui est génial. Bonjour Florent Chapelle. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes le co-président de l'association Autisme Info Service, co-président avec Samuel Debihan qu'on vient de voir. Vous êtes également le papa d'un enfant autiste. L'autisme auquel vous avez consacré un livre, Oui. C'était il y a une petite 2014, dizaine d'années, oui, tout à fait. 2014. Autisme, la grande enquête, c'est aux éditions Les Arènes. On revient avec vous sur cette décision qui est tombée il y a quelques jours. La Haute Autorité de Santé a récemment donc acté la fin de la psychanalyse dans la prise en charge. Quand vous avez pris connaissance de cet avis, de cette nouvelle, vous avez dit quoi? Enfin. Ouf. Ouf. Oui, ouf. C'est 20 ans de combat pour moi, on s'en moque, mais c'est un demi-siècle de combat pour pas mal d'associations de patients en France. Alors dans le monde, ça s'est réglé plus vite. Aux États-Unis, dès les années 70, ils ont totalement abandonné la psychanalyse dite lacanienne, freudienne. Alors aujourd'hui, la psychanalyse aux États-Unis, c'est juste vous vous allongez sur un divan et vous bavardez. Bon, c'est pas bien méchant. Et c'est pas remboursé par la Sécu. Vous imaginez bien, là-bas, les mutuelles remboursent rien. Vous débrouillez si vous voulez parler de vos bobos de l'âme, entre guillemets, vous le faites sur un divan. En Angleterre, ça a été aussi abandonné dans les années 60, abandonné dans le monde entier, sauf en France. Et comment vous expliquez justement cette persistance Je l'explique en 256 pages dans mon livre, et je vais essayer de vous le résumer en 2 minutes. En fait, la France a commis une erreur absolument fondamentale. Dans les années 68 à peu près, oui. Lacan était l'homme le plus aimé de l'intelligentsia de la rive gauche. Et la question s'est posée, un petit peu comme au XVIIe siècle, on a séparé la médecine de l'astrologie. La question s'est posée de est-ce qu'on laisse la psychanalyse en médecine ou est-ce qu'on l'envoie en religion, sciences sociales, je ne sais quoi. Et la puissance de Lacan et de la rive gauche, où il y avait les facs de médecine, ils ont dit non, la psychanalyse a sa part de réalité, de raison, de vérité, de science. Et donc, il est rentré imaginez qu'il est rentré dans la fac. Imaginez que l'astrologie soit enseignée au Centre national d'études spatiales. Vous diriez, non, en fait, on ne fait pas décoller et poser des fusées grâce à l'astrologie. Nous, c'est un peu ça, une espèce d'absurdité. Ouais. On a tout un pan de choses apprises à la faculté qui n'ont pas le début d'une preuve scientifique. Et on est le dernier pays au monde, avec l'Argentine, le dernier pays au monde à l'enseigner. C'est encore enseigné aux États-Unis, à Harvard, en sciences des religions. En sciences des religions. Ça veut dire qu'en fait, on l'étudie, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé de bien ou de mal ces derniers siècles. Donc, ils vont regarder la religion hébraïque, et ils vont regarder ça comme une religion. Et là, c'est le cas dans l'avis de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire, elle dit la psychanalyse n'a plus sa part dans la prise en charge parce qu'il n'y a pas de résultat, c'est ça? Elle l'a motivé de cette façon-là? Alors, je vais vous dire, c'est pire, si ça n'avait seulement pas de résultat. Mais le problème, c'est demain, vous avez, je ne sais pas, madame, un trouble au cœur. Vous allez voir votre cardiologue, et là, il vous assoit et il vous dit, alors votre trouble au cœur, ça vient d'une chose de brisé avec votre maman. Vous dites, non, j'ai besoin d'une statine, j'ai un défaut, j'ai une valve qui ne s'est pas bien mise. Alors la valve, c'est probablement un trouble de relation avec votre père. Parce que si c'est la valve droite, c'est votre père, si c'est la valve gauche... Je dis, non, attendez, on arrête. On parle de mon cœur, c'est un organe. Je ne dis pas que l'organe, le cerveau, est aussi simple que le cœur, entre guillemets. Mais techniquement, voilà, aujourd'hui, il y a une forme d'absurdité. Vous arrivez chez un psychiatre qui devrait regarder la génétique, des marqueurs biologiques, travailler avec les sciences du comportement. Pour le coup, on parle bien de sciences du comportement, on ne parle pas de sciences de la psychanalyse. Sciences du comportement, donc un comportement appris, acquis, permet de développer telle fonctionnalité, etc. Donc de suréduquer le jeune enfant. Non, on le met quand il est face à un psychanalyste, il se retrouve finalement complètement abandonné à un système maltraitant où le psychanalyste va séparer la mère de son enfant en lui expliquant que c'est probablement une mère pathogène, une mère frigidaire, une mère mortifère, que c'est de la faute de la mère. Alors vous me dites non, Florent, soyez sérieux.
Ça n'existe plus, ça. Ça, on l'entend tous les jours sur notre ligne téléphonique. Et encore jours. Récemment, encore bien ces sûr. derniers jours. Pour moi, c'était des propos d'il y a déjà une quinzaine d'années, je dirais. Ah, j'aurais bien aimé. Alors, il y a 15 ans, c'était partout. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore très présent. Oui, oui. Il y a une quarantaine d'établissements dont on a les noms, mais je les tairai aujourd'hui, puisque des procédures vont être engagées dans les prochaines semaines, comme la Fondation Vallée, cette fameuse fondation à Gentilly, premier hôpital de pédopsychiatrie en France, dirigé à l'époque par le professeur Félissard. Il était patron du CMU, donc c'était des soi-disant éminents professeurs, mais complètement acquis à la psychanalyse. Et ces gens ont laissé complètement dériver l'hôpital. Là encore, c'est comme si je ne vous donne pas d'insuline, vous finirez avec les 2 jambes coupées. Eh bien, je ne vous donne pas de méthode éducative et comportementale, vous finirez attaché à votre lit. Et ça, c'est absolument odieux. Moi, mon fils de 20 ans aujourd'hui, qui a son permis, qui est DJ et qui parle, si je n'avais rien fait, si j'avais écouté les psychanalystes qui me disaient à l'époque que c'était un trouble de l'attachement entre la mère et l'enfant, aujourd'hui, il serait probablement attaché à son lit. C'est affreux, d'autant que l'attachement est interdit. Donc, qu'est-ce que c'est que ce délire ? La France, pour des raisons absolument folles, dogmatiques, de croyances. Je veux dire, on a quand même des profs de médecine. Il y en a un récemment qui s'était exprimé en disant « Non, mais tout ça se vaut. De toute façon, la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?» La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ? C'est difficile à dire, pardon. Mais c'est absurde. On vit dans un monde où tout n'est pas égal. Je veux dire, il y a des preuves scientifiques qui montrent que si un enfant est suréduqué, accompagné, la famille est autour de l'enfant, on lui donne un accompagnement global, intensif, précoce, l'enfant s'en sort. Et si on culpabilise la mère, on le sépare de ses parents, l'enfant va absolument pas se développer. Parce qu'on pourrait dire... Et le coût pour la société est absolument épouvantable. Oui, c'est aussi mais en France, si on vous dit 19 milliards d'euros dans l'autisme, 19 milliards, mais merde, ils sont où ? Mais ils sont où ces 19 milliards ? Ils sont où, Florence ? Ils sont où ? Écoutez, ils sont dans des hôpitaux qui fonctionnent pas. Techniquement, des instituts médico-éducatifs, des CMP, c'est ce que je racontais dans mon livre il y a 15 ans. J'ai cru l'espace d'un temps que tout allait se régler assez simplement, que la raison était quelque chose de partagé. Oui, la raison était quelque chose de partagé. En fait, je me rends compte avec le professeur Lionel Collet, le président de la Haute Autorité de Santé, que la raison n'est pas partagée. Je veux dire, il a été ferme. Les médecins, au fil des années, pouvaient justifier certaines pratiques, sachant qu'il n'y avait pas de résultat. Comment ils expliquaient ça ? Alors d'abord, c'est un dogme. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les médecins homéopathes. Ou les médecins... L'homéopathie n'a quand même jamais fait sa preuve... pas de début d'une preuve scientifique. Et pour autant, il y a des médecins qui y croient dur comme fer. C'est la croyance. À l'époque... c'était Einstein qui disait il y a des croyances qui sont plus difficiles à briser qu'un atome. Bah ouais, une croyance, c'est quelque chose d'absolument terrible. Vous croyez en quelque chose. Mais c'est pas une croyance, la médecine. C'est pas une opinion, la médecine. C'est des faits réplicables. Après, quand vous êtes en dehors du champ de la médecine, le dimanche, moi j'empêche personne d'aller voir un psychanalyste s'il n'est pas à lacaniens ou freudien, mais personne d'aller parler avec un psychothérapeute. Mais techniquement, quand vous passez la porte de l'hôpital, moi j'avais dit à un ministre il y a une vingtaine d'années, c'était Marisol Touraine, je lui ai dit « Madame la ministre, il va falloir, en 1905, on a séparé l'Église de l'État, il va falloir séparer la psychanalyse de l'hôpital public. » Qu'est-ce qu'elle vous avait répondu ? Elle m'avait dit « Mais vous n'y comptez pas, monsieur Chapelle. Mais je lui ai dit « Mais non seulement j'y compte, mais je l'obtiendrai. » À l'époque, à la Haute Autorité de Santé, bon, on nous écoutait, mais tout le monde avait un petit peu peur d'une guerre de clans, soi-disant. Je ne sais pas une affaire de guerre de clans. C'est vraiment la lumière contre l'ombre. Nous, on est détenteurs, pour le coup, de la vérité. Et ça a été tranché. Lionel Collet a dit il faut rendre ça opposable et que vous puissiez aller devant les tribunaux. Oui, on traînera devant les tribunaux les personnes qui n'accompagnent pas correctement nos enfants. Parce que c'est une perte de chance. Donc nos enfants finiront handicapés à vie alors qu'ils avaient une chance de vivre correctement parmi nous. Vous n'avez pas suivi ces recommandations. Ah non, jamais. Vous avez fait autrement pour votre fils, qui, oui. Vous le dites, il a 20 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place ? Alors, appel, il faut aller sur TikTok et suivre DJ Galad, G-A-L-2-A-D. Il veut que vous suiviez ses performances de DJ. Il est absolument génial. Il faut suivre Galad sur TikTok. Donc, c'est un vrai petit chouchou. Alors, il nous casse encore les pieds, c'est encore dur. Il y a des jours où il y a des crises, certes. Mais sur une échelle de 0 à 58, je vous passe les détails techniques, mais il était à 0 à 60, il était à 58, ce qui est quasiment le pire
Hein. Il était coté, c'était atroce. On m'avait dit, mais faites le deuil de votre enfant. Faites le deuil de votre enfant. Mais jamais de la vie. Aujourd'hui, il est DJ, il va faire une tournée. Comme il me dit, je fais une tournée à l'international. Bon, c'est en Corse. Maintenant, c'est peut-être l'international. Mais voilà, Oui, il a y 5 dates en Corse. C'est génial. Mais c'est génial. Parcouru. Je veux dire, il a une vie d'ado, pas comme les autres. Mais on vit avec lui. Qu'est-ce qui a été mis en place de votre part Alors à l'époque, j'avais lu les recommandations internationales, pas les françaises, puisqu'il n'y en avait pas. Et j'avais vu que les méthodes éducatives et comportementales, de manière efficace et bien faite et de manière intense, 25 heures par semaine, amélioraient le comportement de votre enfant. Et je me suis avoir dit à une psychologue, 25 heures c'est bien, et si j'en faisais 50? Il les a les 50 heures dans la semaine. On m'a dit c'est énorme, il sera fatigué. Je dis il y aura peut-être 25 heures intensives et 25 heures d'accompagnement. Il m'a dit ok, très bien, mais bon, j'ai tout financé, j'ai vendu ma maison et j'ai tout financé. Il m'a coûté une maison. J'espère qu'il fera une carrière comme David Guetta, ça me remboursera. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on en est où de la recherche sur la maladie de l'autisme? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est super intéressant parce que c'est pas une maladie. Alors, il y a grand débat. Hein. À l'époque, on a été tellement persécutés par les psychiatres qui étaient médecins que toutes les associations se sont battues pour que ce soit dans le champ du handicap. Oui. Donc, on parlait de troubles du neurodéveloppement. On voulait absolument pas que ce soit dans le champ de la maladie. Moi, dans le cas de mon fils, c'est une maladie. Pourquoi c'est une... Parce que moi, il a un gène, une délétion du gène SHANK5, SHANK2, pardon. Il n'y en a pas 5, il n'y en a que 3. SHANK2, et ça a été découvert à l'Institut Pasteur par le professeur Bourgeron. Et aujourd'hui, on sait qu'il a une maladie génétique rare qui lui provoque de l'autisme. Donc un jour, on trouvera peut-être le moyen de corriger l'expression de ce gène et on pourra corriger une partie de son handicap. Donc ce n'est pas le cas de tous les autistes. Mais on ne sait pas. Et je comprends qu'ils ne veuillent pas. Ils disent, mais on n'a pas envie d'être considéré comme malade. Enfin, malade, on peut guérir. Handicapé, on peut compenser. Au fond, quand on a une sclérose en plaques, on est malade et derrière, on devient handicapé. Quand on a un trouble psychiatrique sévère, on est malade et puis on devient handicapé. Bon, donc je crois que la frontière, elle est mince. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas guérir l'autisme, surtout qu'on ne me mette pas ça dans ma bouche. En revanche, on va pouvoir peut-être, grâce à des médicaments, des thérapies géniques et des choses, corriger certaines formes rares, comme le syndrome de Rett, le syndrome du X fragile, des syndromes très, 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 très sévères. Elon Musk, est-ce qu'il faut le soigner? Peut-être. Petit bonjour. Peut-être, mais techniquement, bien sûr que l'autisme Asperger, génial, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément le guérir. Mais techniquement, quand la personne s'automutile et n'a absolument aucune compétence sociale, si on peut l'aider, c'est pas mal. Et peut-être avec des médicaments. Donc le champ de la recherche, mais c'est colossal ce qui s'est passé. Hein. On était à quelques publications par jour. C'est plusieurs milliers. C'est fou ce qu'on commence à comprendre et à savoir. L'Institut du cerveau de l'enfant qui vient de se créer à l'hôpital Robert Debré avec le professeur Delorme, 60 millions d'euros, merci l'État, parce que vous pourriez aussi me dire, mais est-ce que ça va mieux? Mais l'État fait plein de choses. Il ferme des établissements, il en ouvre d'autres. Est-ce qu'il y a assez de moyens consacrés mais il faut arrêter de dire que c'est un problème de moyens. C'est pas un problème de moyens. Mais je le dis depuis 20 ans. Quand on dépense 9 milliards directs et 9 milliards indirects, c'est pas un problème de moyens. C'est un problème d'efficacité. C'est comme si on donnait que des médicaments qui marchent pas. Et vous diriez, il faut plus de médicaments. Il ne faut pas plus de médicaments. Il faut justement moins d'hospitalisation longue. Ça coûte très cher. Une hospitalisation longue, c'est 1 000 euros par jour, 300 000 euros par an, 8 millions d'euros sur toute une vie. Mais avec 8 millions d'euros, on en fait des choses, on en manque des classes et des machins. Donc, non, réallocation et surtout monter en gamme. On se débarrasse de la psychanalyse, on forme les professionnels et après, on ouvre des petites unités au plus près, comme les cafés joyeux. Les cafés joyeux, ils sont heureux. Je suis content d'avoir participé à ça. Ça, c'est efficace. Ça va être cette décision de la Haute Autorité de Santé. Il faut qu'elle soit, comment dirais-je, acceptée aussi par les professionnels, des professionnels, vous le dites, qui sont pétris de cette doctrine. Mais c'est comme le permis à points. Il n'y a pas à l'accepter, il faut l'imposer. Puis à un moment donné, il faut que les gens aient très envie de porter leur ceinture. À un moment donné, vous mettez un flic et il porte la ceinture. C'est tout, c'est pour les protéger. Nous, pour protéger nos enfants, on ira aux tribunaux. C'est tout. Donc l'accepter, je m'en moque. Mais moi, je m'en moque complètement. Avec votre association, mais bien sûr. Vous allez aller mais on va attaquer. On attaquera. Alors maintenant, dès qu'on aura un signalement, on demandera à la FEMI de se porter partie civile, on l'accompagnera avec un cabinet d'avocats et ce sera devant les tribunaux. Pourquoi vous n'avez pas suivi les méthodes recommandées? Et c'est pour ça que le professeur Lionel Collet veut absolument qu'elle soit opposable. C'est un
terme technique pour dire qu'on peut aller voir devant les tribunaux, on peut dire voilà, ça c'est la règle, si elle n'est pas suivie, c'est la prison. Je rêve de traîner un de ces pontes de la psychanalyse devant les tribunaux. Et aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ces recos. Elles seront un jour ou l'autre opposables. Et de toute façon, sinon, on fera des jurisprudences, tribunaux par tribunaux. On les traînera devant les tribunaux. Comment, qu'est-ce que vous savez de comment a été prise justement cet avis de la Haute Autorité de Santé par ces fameux On a déjà vu un ou deux blogs médecins commencer à nous baver dessus. Faute d'arguments, ils nous disent qu'on est trumpiste ou vendu à la pharma, n'importe quoi. Non, moi je pense que la science a eu raison. D'un obscurantisme qui a eu que trop d'effets sur la santé publique française, à mon avis pas que dans l'autisme. Aujourd'hui c'est un point de bascule, on pourra dire il y a un avant-après, et aujourd'hui on va s'en débarrasser dans tous les services de psychiatrie français. On va aussi libérer les psychologues de cette emprise à terme, et on libérera aussi les hôpitaux, les CMP, etc. C'est vraiment un grand chamboulement. Il y avait déjà les recommandations de 2012 qui avaient dit non consensuel. Et sur la base du non-consensus, ils ont réussi à rester en disant il n'y a pas de consensus, donc finalement, vous ne pouvez pas nous interdire. Ouais. Alors, on ne pouvait pas opposer. C'était compliqué. Mais là, maintenant, c'est clair. C'est tranché. Ah, c'est tranché. Et c'est définitif. On ne peut pas revenir dessus. Juste dernière question. Quels sont les retours des parents qui sont adhérents de votre association comme vous, ils ont poussé un ouf de soulagement. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit encore au courant, et puis je suis pas encore un peu tout le monde en voit forcément les effets, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans la nasse de la psychanalyse sans savoir dans quoi ils tombent. Ils poussent la porte de, je sais pas moi, Sainte-Anne ou je ne sais quel hôpital. Enfin, Sainte-Anne, ça va, mais ils vont, oui, et puis ils savent pas vraiment. Faut quand même être au courant pour pouvoir s'en protéger. De cette secte. J'emploie le mot secte. Carrément, secte. Le mot secte. Oui, mais c'est totalement sectaire. Quand vous rentrez dans une psychanalyse, ils disent eux-mêmes que vous ne pouvez plus en sortir. Parce que quelque part, vous n'êtes jamais guéri. C'est absurde. Mais vous voulez faire des économies, arrêtez ces conneries. Merci Florent Chapelle d'être venu nous donner votre regard et votre point de vue sur cette décision de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle le titre de votre livre paru il y a quelques années, Autisme, la grande enquête. On le voit à l'image, c'est aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir été en direct avec nous. On passe à un tout autre sujet, celui de la lutte, de la conquête spatiale qui continue de faire rêver, pour preuve le décollage de l'astronaute Sophie Anno il y a quelques jours vers la station internationale, la station spatiale internationale. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon, go Dragon, and Godspeed Crew 12. And liftoff. Freedom flies bound for the International Space Station. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 12. Vehicle is pitching downrange and all 9 Merlin vehicles have lit. We're getting good call-outs on the first stage performance and propulsion so far. Plus 30 seconds into the Crew 12 mission on board Dragon and Falcon 9. The vehicle is going to throttle down in preparation for Max Q. That's the largest structural load that the vehicle will see on ascent. Power and telemetry nominal. Good call outs there. Stage 1 throttle down. There's that call out for stage 1 throttle down. Pass through Max Q in a few seconds here. Max Q. Bonjour Dominique Simonet. Bonjour. Merci d'être en direct avec Merci nous. À vous. Vous êtes l'auteur de ce très joli dictionnaire amoureux de la Lune. C'est un livre érudit, mais aussi personnel, une exploration de la Lune qui oscille justement entre le témoignage personnel, la mythologie, l'histoire des sciences, l'histoire de la culture populaire également. On peut dire que entre vous et la Lune, c'est une histoire d'amour qui a démarré quasiment depuis que vous êtes sur la Terre. Oui, c'est ce que je dis, j'ai un peu reçu un coup de lune quand j'étais petit. Vous savez, c'était une espèce de conjonction entre Tintin, évidemment, Tintin, l'émission Apollo. J'étais très jeune, mais cette vision de voir la Lune dans le ciel et de savoir qu'en même temps, il y avait des êtres humains qui marchaient là-haut sur cette petite boule.
Le 21 juillet 1969. 69, oui. C'était quand même un choc incroyable et ça a été un choc pour l'humanité. Et là, on y retourne. On y retourne. Il y a eu une éclipse de 50 ans à peu près. Et donc maintenant, on y retourne et on regarde à nouveau vers l'extérieur, vers l'espace. Ça va nous ouvrir un peu la fenêtre. On en a sans doute pas mal besoin, je pense. Effectivement, la Lune a été au centre de toutes les attentions, vous le disiez, depuis de nombreuses années, et puis a été éclipsée notamment par Mars. Et puis, ça y est, les Américains ont décidé d'y retourner avec notamment un projet qui s'appelle le Artemis, hein, c'est ça ? Oui, alors il y a une mission Artemis qui ressemble un peu aux missions Apollo, mais avec des technologies d'aujourd'hui, avec le privé aussi, parce qu'il y a SpaceX d'Elon Musk qui est évidemment associé. Et normalement, devrait partir au début du mois de mars la mission Artemis 2 avec un premier tour de Lune avec un équipage. C'est un peu retardé, il y a un certain nombre de difficultés, mais la NASA ne désespère pas être quand même dans les temps. Et puis Artemis 3, dans quelques mois, où là, il y aura un nouveau débarquement sur la Lune avec, vous imaginez, les nouveaux premiers pas des Américains sur la Lune. Et Donald Trump espère bien d'ailleurs être le président qui pourra célébrer ça. Donald Trump décrocherait la Lune, vous voyez, peut-être pas le prix Nobel, mais la Lune. Peut-être pas donc, le prix avant Nobel 2028, de la paix, mais peut-être la Lune, ce qui est clairement, on imagine, un très bel objectif pour lui. Alors l'homme de la Lune, c'est évidemment, et vous y revenez à travers ce dictionnaire, c'est notamment l'équipage, mais le premier d'entre eux, c'est Neil Armstrong, hein, un homme au destin et à la personnalité assez particulière. Hein. Oui, alors Neil Armstrong, c'est effectivement le premier être humain à avoir posé le pied dans la poussière lunaire. Et c'était un homme qui avait en fait pas très envie d'être dans cette lumière-là, parce que il y a eu ses premiers pas sur la Lune, il y a eu ce courage incroyable de partir dans une petite capsule propulsée par un pétard géant. Enfin, c'est quelque chose avec les technologies de l'époque, des années 60. Il y a l'idée d'y aller, mais enfin, il faut revenir aussi. Hein, c'était effectivement les rendez-vous en orbite lunaire et le retour, c'est effectivement les étapes les plus périlleuses. Et Armstrong, après, est revenu auréolé d'être le premier homme à avoir marché sur un autre astre que la Terre. Mais après, il n'a pas vraiment aimé ça. Il aimait pas cette notoriété. Il a tourné le dos à ça même. Hein. Oui, et il disait en fait, moi je suis posé en haut de la pyramide de millions de gens qui ont contribué à cet effort. Et c'est vrai, c'est le business lunaire et la manière d'envoyer tout le processus pour envoyer un homme, c'est un travail considérable qui engage des centaines de milliers de personnes avec des compétences très diverses. Donc c'est aussi cela qu'il voulait célébrer. Et Armstrong, oui, bon, il voulait vivre une petite vie après tranquille, avoir bien les pieds sur terre en fait. Oui, il était fermier, c'est ça. Il est devenu fermier. Oui, par la suite, il s'est réfugié dans une ferme. Et puis, alors le pauvre, même son coiffeur vendait ses mèches de cheveux. Il était assailli. Il y avait un business autour de Neil Armstrong. Absolument, un business. Donc ça aussi, il n'a pas vraiment apprécié. Mais bon, c'est un homme assez intéressant, qui a gardé une forme d'humilité, et c'est très étonnant, effectivement. Il n'y a que 12 astronautes qui ont mis les pieds sur la Lune à ce jour. 12, c'est quand même pas beaucoup. Très peu, hein. Dans cet équipage, il y avait un autre astronaute, c'est Buzz Aldrin. Alors lui, oui, c'est le deuxième. C'est carrément une autre personnalité. Hein. Vous étiez plutôt Neil ou Buzz, alors ? Je sais pas, plutôt non. Je pense que j'aime bien Armstrong quand même, ce personnage qui arrive à retrouver, à remettre un peu la tête à l'endroit, les pieds sur terre, parce que les astronautes qui sont allés sur la Lune, ils sont revenus assez atteints. Imaginez, vous êtes là-bas et vous voyez l'univers, c'est-à-dire il y a une espèce de gouffre absolument inquiétant, en même temps fascinant et inquiétant, et il y a une seule petite tache de couleur. La seule petite tache de couleur, c'est la Terre. Et là, vous regardez ça dans le ciel et vous dites, il y a tout ce que je suis, il y a toute l'humanité, il y a tout ce que j'aime. Et donc,
vous ne revenez pas d'une telle expérience de la même manière. Alors beaucoup d'ailleurs sont venus très perturbés, c'est ça, très perturbés, un peu, oui, absolument, très mystique aussi. Il y a eu, oui, c'est une expérience psychologique. Vous parliez de psychologie tout à l'heure, mais là, en l'occurrence, c'est une... psychologique et mystique quelque part. Absolument, c'est ça, bien sûr. Vous seriez tenté, vous moi j'aurais bien aimé. Un ticket pour aller sur la Lune. Oui, moi j'aurais bien aimé, oui, parce que ça vous tente c'est incroyable. Malgré les risques, dans et une les affres. vie. Et je comprends Sophie Adeno aussi, qui, elle, pour l'instant, c'est juste autour de la Terre, mais il y a une fascination à être ailleurs et à être plus loin. C'est ça, la Lune aussi. C'est un indicateur de notre capacité à se dépasser, à aller plus loin, à ne pas regarder que le bout de son nez et à voir l'humanité aussi dans une perspective... plus vaste, peut-être plus compliqué sur le plan philosophique, mais plus vaste, c'est-à-dire on s'inscrit dans un espace qui nous dépasse forcément, qui nous dépasse, l'univers nous dépasse, et dans un temps aussi qui nous dépasse, notre petite vie par rapport à la vie des astres et même simplement à la vie des êtres humains, elle est très très courte. Donc quand on a cette conscience-là, je pense qu'on regarde aussi notre vie quotidienne d'une manière différente. Donc il y a un aspect très philosophique aussi dans la Lune. Et effectivement, ce que vous racontez, vous écrivez, elle raconte notre histoire, refuge de nos rêves, invitation à toutes les folies, la Lune comme un miroir aussi. Hein. Oui, parce que de tout temps, on y a mis un peu tous nos fantasmes, tous nos rêves. D'ailleurs, il y a certaines mythologies qui pensent que c'est un véritable miroir. D'ailleurs, on a même pensé que c'était une terre bis. On y a mis les petites taches, on les a appelées des mers parce qu'on pensait que c'était des mers aussi, à certains moments, hein, pas toujours, des mers comme celle de la Terre. Et il y a aussi cette idée que, en fait, c'est le trait d'union. Vous regardez ce petit point dans le ciel, c'est le trait d'union de toutes les générations. Toutes les générations ont eu ce même spectacle. Donc on est unis par la Lune à nos ancêtres et d'une manière très très lointaine, avec les mêmes interrogations. Alors on a un petit peu plus de réponses sur l'univers et sur un certain nombre de choses, mais malgré tout. Donc encore une fois, on est renvoyé en regardant la Lune à notre condition. Et je crois que c'est ça qui fait cette fascination. Et évidemment aussi, ça a été de tout temps la complice des amours, des amants. C'est l'astre des amoureux et des amants. C'est d'ailleurs même amant étant le premier mot de ce dictionnaire. Oui, parce qu'elle est là, le clair de lune. Et quoi de mieux qu'un clair de lune pour s'embrasser, pour avoir une scène romantique, oui, pour s'embrasser. Et là aussi, elle renvoie aussitôt à des choses essentielles, existentielles même, tout de suite, la Lune. Donc évidemment, au désir, à l'amour, au sentiment. Et c'est pour ça qu'elle joue un rôle important pour tout le monde, je crois. C'est difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas fasciné par un clair de Lune, qui ne regarde pas le clair de Lune. C'est aussi un astre qui est très associé à la femme, hein ? Oui, parce qu'il y a cette ambivalence. Alors, évidemment, il y a aussi, elle raconte l'histoire de nos connaissances, c'est-à-dire comment on regarde ce petit point qui fait une trajectoire la nuit, qu'est-ce qui devient après le jour, c'était pas très clair pour les anciens. Le Soleil fait la même chose. Alors pendant longtemps, on a cru que le Soleil tournait autour de la Terre, comme la Lune d'ailleurs. Donc il fallait se méfier des apparences quand on était autrefois, qu'on n'avait pas un peu toutes les connaissances qui se sont accumulées. Encore faut-il dire, et j'en parle dans le livre, que dans l'Antiquité grecque, il y a eu un certain nombre de philosophes absolument de génie, comme Aristarque par exemple. Que vous remettez en avant, justement, en lumière, si je puis dire. Et qui a, lui, totalement compris, 1800 ans à peu près, je crois, avant Copernic, que le système solaire n'était pas... le système autour de la Terre n'était pas celui que l'on croyait, comme Aristote le disait, à savoir la Terre au centre de tout, avec tout ce qui tourne autour, et les étoiles accrochées par des globes. Donc il fallait c'est ça aussi la Lune, c'est qu'elle elle interroge et elle permet de décaler et même de se partir d'une réalité qui en fait n'est pas notre réalité. Donc en fait,
c'est une incitation à la science, à la connaissance et à une forme de mise en cause. Oui, elle est très associée à ça. Donc vous voyez, il y a plein de choses, à la fois l'amour, la science, la philosophie, l'astronautique évidemment. On parle des connaissances que au fil des millénaires et des ans, bien évidemment, on a sur cette Lune. Vous devez être effaré d'apprendre que près d'un Français sur 10 pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Alors oui, on est dans une période assez étonnante où on remet en cause un certain nombre d'acquis. Oui, alors ça, évidemment, ce serait long pour en parler, mais il y a effectivement l'effet des réseaux sociaux, l'effet du complotisme. Vous savez, Orwell disait que quand on n'arrive plus à établir une vérité objective, la démocratie est en danger. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis aussi, particulièrement en ce moment. C'est que quand vous ne pouvez plus vous mettre d'accord sur une réalité commune, il n'y a plus de discussion possible. Ce ne sont plus les opinions qui sont mises en cause, ce sont les faits. Et dans cette espèce de période de relativisme qui est effectivement très dangereuse, il y a une remise en cause ou un doute émis sur des faits scientifiques. Sur le fait que, d'abord des faits scientifiques, ou même le fait que les Américains soient allés sur la Lune dans les années 60. On est dans un moment où certains mensonges répétés une fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois deviennent plus crédibles que la vérité. J'ai appris en lisant votre livre que la Lune a une odeur. Oui. Ça sent pas très bon, d'ailleurs. C'est quelle odeur? Une odeur de poudre, vous savez. Poudre de canon. Il n'y a pas vraiment de sensation parce que les astronautes ont un scaphandre, donc on la sent pas, mais elle a effectivement une forme d'odeur et même d'ailleurs elle émet un son aussi. Elle émet un son qui est une vibration. Dans l'espace. Mais les astronautes, hélas, sont isolés. Donc les odeurs qu'ils sentent, eux, sont les odeurs de la station spatiale, du vaisseau spatial. Donc sont les odeurs de soudure et pas très agréables. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour Sophie Adeno en ce moment. C'est moins poétique. Voilà. C'est moins poétique, oui. J'ai appris aussi qu'il y avait un catalogue des objets humains sur la Lune. C'est un inventaire de la NASA qui est assez étonnant. C'est tous les déchets laissés par nous autres êtres humains au gré des expéditions. Oui, absolument. Il y a un inventaire de tout ce qui a été laissé sur la Lune depuis que la conquête lunaire a commencé. Il y a évidemment les restes des vaisseaux spatiaux, en tout cas la base. Il y a aussi toutes les sondes, les débris des sondes qui se sont écrasées sur la Lune, les sondes scientifiques. Il y a aussi des choses rigolotes comme des balles de golf, par exemple. Un des astronautes d'Apollo avait joué au golf pour essayer de faire le plus long drive de l'histoire. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Et puis, à vos yeux, certains terriens, si je puis dire, sont presque des habitants de la Lune. Vous parlez de Louis Bertignac, du peintre Chagall, c'est mon copain Bertignac, oui. de Cyrano de Bergerac, Victor Hugo, Nicolas de Staël. Il y a des humains. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Parce que la Lune, effectivement, on vous dit que vous êtes dans la Lune. On dit ça aux enfants qui sont dans la Lune, mais ils sont dans la Lune, ils sont dans leurs rêves, ils sont peut-être dans leur création, ils sont dans leur imagination, donc c'est loin d'être péjoratif. Et effectivement, je pense que, en tout cas, ceux que je connais, vous citez Louis Bertignac, qui est un ami, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont artistes. Souvent, moi, je les considère comme des lunaires. Ils sont ailleurs. Louis, par exemple, se met sur son vaisseau spatial, qui est son studio, comme une régie de télévision, avec tous ses câbles, etc. Et il part dans un voyage de créativité, etc. Donc, les artistes sont comme ça. Les peintres, on pourrait parler de Victor Hugo aussi, qui a eu une approche de la Lune extraordinaire, qu'il a vu avec la lunette de l'Observatoire de Paris, et qui en a fait un texte fabuleux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant.
tout à retrouver dans ce très joli dictionnaire de la Lune où à la fois on se régale d'apprendre aussi des choses scientifiques et puis des choses beaucoup plus poétiques. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Simonet. C'est aux éditions Plomb. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi en direct sur le Figaro TV. À demain.